Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Info Hebdo, votre émission de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine. Ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Médéric François Gongo. Il est le directeur général du quotidien Actu Express. Il sera face à Apôle Emerico Adjovi, journaliste au quotidien Le Matinal. Au cœur de ce décryptage, nous parlerons entre autres de l'opposition de Candide Azanahi au régime du président Patrice Talon, des activités du Front pour un sursaut patriotique. Mais avant cela, nous aborderons le voyage officiel du chef de l'État Patrice Talon sur Paris. Nous évoquerons également sa tournée sous-régionale ouest africaine et nous finirons par l'augmentation des frais d'inscription à l'université d'Abomey-Calavi. Bienvenue, bonjour, voici le décryptage. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le décryptage de ce jour se fera avec Médéric François Gongo et Apôle Emerico Adjovi. Médéric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes face à Apôle Emerico Adjovi. Apôle, bonjour. Bonjour à Chérou, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à toute la diaspora du Bénin. Alors, puisque vous parlez de la diaspora, alors nous commençons par le voyage officiel du chef de l'État sur Paris. Alors, un voyage dans lequel on a eu un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères qui évoquait que le chef de l'État devait rencontrer le président Macron. Et à l'issue, cette rencontre n'a pas eu lieu. Alors, que s'est-il passé au fait selon vous? Ce qui s'est passé, de mon point de vue, c'est ce que le chef d'État a expliqué lors de sa rencontre avec les Béninois de l'extérieur à Paris. Ce qui s'est passé, c'est qu'en quittant ici à Cotonou, la délégation béninoise n'était pas sûre de rencontrer le chef d'État français. Et le président de la République l'a expliqué. C'est une invitation dans le communiqué. Je vous dis, en quittant ici à Cotonou, mais avant même de faire le voyage, c'est que quoi le président français, arrivé nouvellement au pouvoir, avait donc émis le vœu, juste après son arrivée, donc, de rencontrer le président béninois. Mais il se fait qu'à l'époque où le président français voulait rencontrer le président béninois, par rapport à son agenda, parce que vous savez qu'il avait des problèmes de santé, il n'était pas disponible, lui, à l'époque. Alors il se fait qu'aujourd'hui, quand lui est disponible maintenant pour aller à Paris, l'ambassadeur français ici, donc, lui a dit, vous allez en France, est-ce que vous avez le vœu donc, de rencontrer le président français? Il a dit, oui, je vais bien le rencontrer s'il est disponible. Est-ce que vous voyez? Donc, les courriers sont envoyés par voie diplomatique. Et donc, il était question donc, que l'Élysée confirme la rencontre avec les deux présidents. Mais c'est fait que l'Élysée n'a pas confirmé. Le président, ayant donc son agenda, a donc fait son voyage. Et donc, a fait le voyage de Paris. Mais il s'est fait qu'au moment où lui est à Paris, le président français n'était pas disponible. Et il a expliqué qu'en quittant ici à Cotonou, la délégation béninoise n'était pas certaine donc, de rencontrer le président français. C'est ce qui s'est passé et il a expliqué devant ses compatriotes. Et donc, de mon point de vue, dans son explication, pour moi, la polémique est close. Mais il s'est fait que, bon, écoutez, on ne peut pas refuser aux Béninois ou bien à d'autres personnes donc, de faire leurs commentaires. Et donc, c'est ça qui fait les commentaires qu'on entend ici et là. Donc, pour moi, je m'en tiens à l'explication donnée par le président Talon, comme quoi il n'était pas certain donc, de rencontrer le président Macron en arrivant à Paris. Et donc, pour moi, la polémique, elle est close. Il n'y a pas péril dans la guerre. Médéric François Gongo, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas eu faille au niveau de la diplomatie béninoise? Parce que quand on pond un communiqué qui stipule que, sur invitation du chef de l'État français, le président Patrice Talon est invité à une séance de travail à l'Élysée et que ces séances ne tiennent pas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une faille au niveau de la diplomatie? Sous réserve de confirmation, je tiens à préciser que nous venons d'apprendre que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères aurait démissionné. Si tel est le cas, c'est que forcément il y a problème. Il y a problème, et moi je ne parlerai pas de camoufler, je ne parlerai pas de déculotté, mais je parlerai de honte nationale. De honte? Honte nationale, tout simplement parce que lorsque l'on clame publiquement, officiellement, que, enfin, le chef de l'État béninois, après ses épreuves de santé, nous sommes tous des malades ambulants, finalement va être reçu par le président de l'Hexagone, la France qui régente nos monnaies, la France qui est garante du Bénin au niveau de certaines institutions internationales pour certaines discussions, et que un citoyen comme moi était content et heureux qu'enfin, après sa visite à l'ancien président Hollande dès son arrivée au pouvoir, que le président des Béninois rencontrerait le président Macron pour
échanger sur des questions de développement. Non seulement échanger, mais amener ceux qui pensaient que le Bénin, ceux qui pensaient comme moi, nous l'avions écrit il y a de cela 5 mois, que le Bénin était dans un isolement diplomatique criard pour nous amener à croire que ce n'était qu'une affaire de temps et que le temps faisant ses œuvres, le premier des Béninois rencontrera finalement le premier des Français pour que nous ayons les fruits. Puisqu'à l'évidence, le Nigeria et la France représentent les 2 principaux enjeux diplomatiques pour le Bénin. La France, patrie mère, le Nigeria, grand de l'Est, mais également le Nigeria avec lequel nous faisons, que ce soit la réexportation ou l'importation, l'essentiel qui puisse nous permettre de faire l'équilibre au niveau de notre balance commerciale. Nous n'avions pas vu le chef de l'État invité ou recevoir un président lors de l'investiture. Nous ne l'avions pas vu recevoir un président lors du 1er août. 1er août. 2e 1er août. Nous ne l'avons pas vu. Nous l'avions entendu en temps pour justifier le fait que la plateforme Bénin ne soit pas tellement prisée sur le plan international, dit que le Bénin n'était pas apte à recevoir. Nous entendons régulièrement des explications, des justifications, après que l'on constate des échecs. Parce qu'à l'évidence, c'est que tout semble échouer à Patrice Talon depuis bientôt 2 ans. Mais tout. Est-ce que l'échec dont vous parlez, est-ce que ça relève de la responsabilité de Patrice Talon ou bien et le chef de l'État, c'est lui qui est élu. C'est lui qui choisit ses collaborateurs. C'est lui qui sait de quoi les collaborateurs sont capables. Déjà, que par rapport à la maladie du chef de l'État, là je l'ai dit, nous sommes tous des malades ambulants. Le ministre des Affaires étrangères avait une autre opinion, appuyé par le ministre de la Justice, mais les 2 ministres ont été complétés par le ministre de l'Intérieur, mais finalement on a constaté que les 3 déclarations de 3 hautes personnalités du gouvernement du Bénin révélées ont été battues en brèche par la réalité des faits suite au Conseil des ministres qui nous a amené à constater que le chef de l'État, le premier des Béninois, a été opéré en un laps de temps 2 fois. Là, que le chef de l'État. Vous évoquez qu'il y a un déficit de communication. C'est pour vous dire, pas de déficit de communication, mais c'est que dans les démocraties qui se respectent, ces 3 ministres auraient dû être démis de leurs fonctions. Mais puisque nous sommes sous l'autre pic, et que ceux qui tiennent les membres du gouvernement, apparemment, semblent être autre chose que la recherche de l'efficacité, semblent être autre chose que la logique de rayonnement du Bénin sur le plan véritablement diplomatique. En parenthèse, le Rwanda et le Kenya ont été sérieusement courtisés ces derniers moments, même si le chef de l'État, pour se racheter, a compris qu'il faille renouer avec les pays limitrophes. Je crois qu'il y a véritablement problème. Okay. Les explications du chef de l'État, pour quelqu'un que je connais depuis plus de 30 ans, la manière dont il s'époumonnait, la manière dont il rivalisait d'imagination, de justification, pour tenter de nous faire avaler la couleuvre via la diaspora, en guillemets, dénotait qu'il y avait problème. On peut se tromper. Mais malheureusement, dans le cas de figure, on ne s'est pas trompé 1 fois. On ne s'est pas trompé 2 fois. Mais il me semble qu'on continue de prendre les Béninois pour des godillots, des contribuables qui payent les impôts avec lesquels, j'allais dire, on affrète un avion, on embarque des membres d'une délégation aux frais du contribuable pour soi-disant, nous allons rencontrer le président de la France. Pour soi-disant, nous allons
avec une délégation dont nous ne connaissons pas la composition par rapport aux opérateurs économiques. Parce qu'à ce que je sache, le patronat, personnellement, n'aurait pas été invité. Donc on se demande si c'est le chef de l'État lui-même, en tant qu'opérateur économique, qui se portait vers le MEDEF, ou si c'est ses partenaires d'affaires qui sont devenus des gestionnaires de ces affaires. Non, écoutez, il ne faut pas... Vous allez parler. Je ne vais pas laisser passer. Vous allez parler. Notez ce que je dis. Nous n'avons pas un président... Notez ce que je dis. Nous n'avons pas un président qui est opérateur économique, mais nous avons un président qui gère le pays. Et que depuis, le patronat n'était pas là pour rencontrer le MEDEF. Mais depuis, il a cédé cette nation, il n'est plus un homme d'affaires. Donc je voudrais qu'on puisse restituer la vérité à ce niveau-là. Je très très important. Je vous le conseille. Je dis ainsi, c'est tellement pernicieux que de faire croire aux Béninois que, écoutez, on a la tête du pays, un président, et puis en même temps un homme d'affaires. Ce n'est pas du tout ça. Je voudrais demander à mon ami Médéric de restituer la vérité des faits. C'est très important. Mon très cher ami et compagnon de longue date, je te le conseille. Et pour finir rapidement sur ce point, j'aurais été convaincu de ce que les opérateurs économiques béninois étaient de la délégation si j'avais la certitude que le patronat avait été invité. Tel n'est pas le cas. Il n'y a pas que le patronat. Donc, nous avons la chambre du commerce et de l'industrie du Bénin. Quand on parle de la chambre du commerce, donc le président de la chambre du commerce était là. J'ai dit qu'il y a la chambre du commerce et de l'industrie et puis le patronat. D'accord, voilà. Soit. Et donc, le président n'était pas allé pour faire des affaires. Ah, mais il était allé pour donc faire de la mobilisation des ressources pour le PAG. Bon, je crois bien qu'il y a la mobilisation des ressources. Voilà. Et que nous attendons qu'on publie le montant. Il n'est pas allé pour demander aux Français, aux hommes d'affaires français, venez investir au Bénin. Non, il est allé pour mobiliser les fonds. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on nous a dit au niveau de la rencontre avec la diaspora. Quand il y a eu la rencontre avec la diaspora, qu'est-ce qu'on nous a dit? Le Bénin était tellement bien vendu que bientôt on aura les retombées. Les 25 journaux ou 30 journaux propagandistes l'ont relayé abondamment le lendemain matin. Les coupons de presse. Pourquoi vous les traitez de propagandistes? Des journaux alliés. As-tu un craint ne fait pas partie? Non, j'en viens. Je vous comprends alors. J'en viens, non, c'est pas. Le débat n'est pas celui. Je vous comprends alors. Donc, pour que je finisse et pour que je ne pète pas le fil de mon raisonnement, je crois que dans le cas de figure, et en prenant mon très cher ami et compagnon de vieille date au mot, c'est que le chef de l'État était parti pour faire des mobilisations de ressources. Et nous attendons qu'on nous publie au moins le montant qu'il a pu ramener après près d'une dizaine de jours de visite aux frais du contribuable. Sinon il faut que les Béninois lancent une pétition pour qu'on nous rembourse ce qu'on a dépensé pour aller se faire ridiculiser, je pèse mes mots, pour aller renier le Bénin, je pèse mes mots, et dans le cas de figure. Maintenant, l'un dans l'autre, l'espoir est toujours permis. L'espoir est permis. Il faut envenimer parce que quoi qu'on dise, nous avons à la tête de notre pays un négociateur, un gouvernement responsable. Il faut le dire. Responsable, mais qui a été renvoyé comme un gouvernement malpropre. Je vous donne pas de mots. Non, ce que je voulais dire, je voudrais dire qu'à Paris, il n'y a pas eu de décloté. Je voudrais dire que le président a expliqué qu'en quittant Cotonou, il n'était pas sûr, la délégation n'était pas sûre de rencontrer qu'on appelle son homologue. Oui. Le président est parti faire quoi en France? Écoutez, mais est-ce qu'à votre avis, le président est parti là-bas, que le chef d'État prenne l'avion sans être sûr qu'il serait reçu à l'Élysée? Il a un agenda, il a un programme pour son voyage par rapport à Paris. Que dans l'agenda, c'était la rencontre avec la diaspora qui voilà, c'était le principal. C'était le principal. Je vous ai dit que l'invitation pour rencontrer qu'on appelle le président français est venue de l'ambassadeur de la France au Bénin. Le président Talon n'a jamais émis le vœu de rencontrer qu'on appelle son homologue français. C'est l'ambassadeur. Laissez-moi vous expliquer. Si vous écoutez, laissez-moi vous l'expliquer. Je vous dis que c'est l'ambassadeur français au Bénin qui a demandé au président béninois, est-ce que lors de votre séjour, vous souhaitez, je dis bien, vous souhaitez, je pèse le mot, rencontrer votre homologue français. Il dit, quand cela ne tienne, s'il est disponible, je vais le rencontrer. Sinon que l'agenda principal, donc, c'est de rencontrer la diaspora et le MEDEF. Et le président a bien fait, pour dire quoi? Il a rencontré la diaspora béninoise, la rencontre avec MEDEF, puis le président de MEDEF n'était pas disponible, le président a estimé que non, je veux rencontrer donc qu'on appelle les opérateurs économiques français, donc il faudrait que le président soit là. Et les opérateurs économiques français étaient là, et quand le président n'était pas là, le président a estimé que non, c'est pas normal, je ne le rencontre pas. Et c'est le président béninois
qui a dit non, je ne peux pas vous rencontrer tant que votre président n'est pas là. Et je trouve que c'est tellement élégant. Il faudrait que le président français, parce qu'on appelle le président de MEDEF, soit là, puisqu'il a donné son accord pour la rencontre avec la délégation béninoise. En n'étant pas là, le président béninois a dit non, je ne peux pas vous rencontrer tant que votre président n'est pas là. Et le principal, parce que c'est quoi? Le candidat à l'époque, en octobre-novembre 2015, il a donc été rencontrer la délégation, la diaspora béninoise, pour lui dire que je suis candidat, voici ce que je porte comme idéaux pour le Bénin. Et depuis lors, il demande qu'ils viennent les rencontrer pour lui dire, voilà, tu es devenu président, quels sont les idéaux, quelle est la vision que tu portes pour le pays. Donc il était donc de bon temps qu'il aille les rencontrer, ce qu'il a été fait, il a été fait avec ses ministres, donc pour expliquer à ses compatriotes, voilà la vision que j'ai pour le Bénin, voilà là où j'en suis, voilà les programmes que je suis en train d'exécuter depuis que je suis là, voilà les économies que je suis en train de faire pour le pays. Et ça a été une très bonne exercice et qu'il faut même répéter. Et je pense, en dehors de la délégation française, dans d'autres pays, de par le monde. Alors, toujours dans la réaction de Médéric, tout à l'heure. Il disait que le président béninois était isolé parce que c'est quoi? À son investiture, il n'y a pas eu de président. Et au 1er août, il n'y a pas de président. Je voudrais dire à mon vis-à-vis que quoi? C'est vrai que les gens sont nostalgiques. Parce que nous avions connu il y a quelques années un président populiste, pas dessus tous les bords. Donc, qui voudrait donc toujours... C'était sa méthode. Pardon? C'était sa méthode, peut-être. C'est sa méthode à lui. Merci de m'avoir prêté le mot. C'est sa méthode à lui. Maintenant, aujourd'hui, là, on a un président qui a sa méthode à lui. Et n'oublions pas que la Constitution a dit que c'est lui qui définit la politique de l'État. Et donc, c'est lui qui met dans sa politique ce qu'il veut. S'il dit, ben, écoutez, à mon investiture, je ne vais pas recevoir des chefs d'État pour faire dans le mode, ce qui est mondaine, faire du populisme, il a sa méthode à lui. Mais ne demandez pas à partir d'un nom de l'Assemblée à Yahi Boni. Il s'appelle Patrice Athanase Guillaume Talon. Il ne s'appelle pas Yahi Boni. Donc il a sa méthode personnelle à lui. Rapidement, vous trouvez quand même que le jour d'une investiture, qu'il n'y ait aucun chef d'État présent, il n'est pas, aucun test ne lui donne l'obligation de rencontrer. C'est pas obligatoire, mais pour l'élégance. L'élégance, là, chacun l'apprécie par rapport à sa manière, par rapport à sa méthode. Donc c'est sa méthode à lui, donc de ne pas recevoir qui que ce soit. Donc pour lui là, ce sont les Béninois qui l'ont élu, donc c'est les Béninois qui doivent être là pendant qu'il est investi. Ce n'est pas Sassou Nguesso, ce n'est pas Fort, ou bien qui, ou bien qu'on appelle donc Roch Kaboré, ou Ouattara, ce ne sont pas eux qui l'ont élu, ce sont les Béninois. Donc il veut converser, donc communier avec ses frères Béninois, donc qui l'ont élu pour dire soyez là pendant que je suis investi. 1er août, c'est une fête des Béninois. Bon, il n'est pas tenu de faire comme l'autre. C'est ta méthode à lui. Et je pense qu'il faut que l'on respecte le contenu que lui donne à sa méthode à lui. C'est lui, Patrice Talon, ça. Alors, toujours dans l'argumentaire de Médéric, j'ai noté, il a dit que le secrétaire général du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères, aurait démissionné. Sous réserve de confirmation. Dieu merci, il a dit sous réserve de confirmation. C'est le spécialiste de l'information qui parle. Oui, il a dit sous réserve. Encore, tu avais dit que quoi? Qu'il n'est sûr de rien. Encore que si c'était vrai, je dis, pas extraordinaire, si c'était vrai, mais qu'est-ce qui dit que c'est le voyage de Paris qui a amené ou qui a conduit à la démission d'un secrétaire général? Je dis, puisqu'il a dit que sous réserve, et il n'a pas donné d'argumentaire par rapport, est-ce que, parce que j'ai suivi ses propos, il n'a pas dit que c'est... Enfin, si je peux ainsi l'appeler... La prudence journalistique. Si je peux exprimer par rapport à la langue serpentine vis-à-vis de moi, il parle de déculotté. Oh, ben écoutez, il sait bien de quoi il parle. Si on peut ainsi l'appeler, il n'a pas dit, donc, dans l'information conditionnée qu'il a dit, qu'il a donnée, que la démission imaginaire donc, du secrétaire général du ministère serait lié au voyage de Paris. Mais quand il parle de déficit communicationnel au sein du gouvernement, c'est quand même assez visible. Non, ça là, je vous ai dit tantôt là, chaque président a sa méthode de travail. Mais est-ce que vous trouvez que... La méthode de travail... Est-ce qu'elle est bonne? Mais écoutez... Parce qu'un chef d'État qui ne communique pas avec ses ministres, il va communiquer avec qui? Il communique avec ses ministres. Mais écoutez, ils tiennent leur séance hebdomadaire tous les mercredis. Et avant ça, tous les lundis matins, les ministres sont en conseil de cabinet donc pour étudier les dossiers. Donc les mercredis, ils sont là également et pour que l'information passe. Alors, je vous dis, une fois encore, chacun a sa méthode de travail. Lui, Médéric qui est devant moi, il a sa méthode de travail. Moi,
j'ai également ma méthode de travail et qui ne peut pas forcément ressembler à la méthode de travail de Médéric. Il faut qu'on comprenne la chose comme ça. Alors, Tu sais, il s'agit pour nous d'opiner. Et d'amener ceux qui nous suivent. Que vous donnez votre opinion par rapport à la tournée sous-régionale ouest-africaine qu'a effectué Patrick Talon après le retour de Paris. À toutes les utiles, je tiens à préciser que à la suite de cette information que je pourrais afficher de démission de force ou de gré du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, il y a un communiqué du syndicat signé par le secrétaire général du syndicat qui vient quelque peu à éclaircir cette démission que j'ai mis entre guillemets, puisque je n'ai pas eu une note directe, encore que ma source est de très bonne facture. Le chef de l'État semblait se consoler dans la sous-région après ce qui n'est pas exagéré de qualifier de honte. Puisque de mémoire de Béninois et du haut de mes 50 ans bientôt, je n'ai jamais appris qu'un chef d'État d'un pays si insignifiant soit-il parte de son pays dans l'objectif de rencontrer le président français, notamment les pays francophones, dans l'objectif de rencontrer le président français, et qu'à l'arrivée, on commence dans des acrobaties inqualifiables à tenter de justifier l'injustifiable pour nous amener à gober que c'est le chef de l'État qui n'était pas disponible, comme lui-même il a dit, puisqu'il a dit entre guillemets que son calendrier ne concordait pas avec son agenda, ne concordait pas avec celui du président français, alors que des jours ou même des heures avant qu'il n'aille là-bas, l'agenda du président français avait été publié. Et dans l'agenda, il avait été déjà dit qu'il n'y avait pas un rendez-vous avec le président béninois. Mais pourquoi en ce moment, on n'a pas ravisé? Pour dire que l'itinéraire ou que le chronogramme a changé. Et c'est en cela que je dis, le chef de l'État n'a pas été élu pour faire ce qu'il veut. Non. Et nous n'avons aucun intérêt. Même ceux qui l'aiment, ceux qui le courtisent, ceux qui le caressent dans le sens du poil, dans l'espoir de participer aussi au partage du gâteau national, ne lui rendent aucun service. Il y a un gâteau à partager. Ne lui rendent aucun service. Il y a un gâteau à partager de nous. En s'en prenant systématiquement à ceux qui, de bonne foi, comme l'a dit Albert Londres, et comme nous l'exige notre profession, arrivent pas à saupoudrer la plaie, mais à remuer le couteau dans la plaie, comme Albert Londres l'a dit, jusqu'à ce que la vérité ne jaillisse en tout temps et en toutes circonstances. Surtout, lorsque l'on a investi de son sang, de sa sueur, de son temps, et des risques, pour contribuer à l'avènement du régime de la rupture, devenu régime du Bénin, du nouveau départ. C'est qui les maintenant, c'est qui les matis là? Et maintenant, j'en viens. C'est qui les matis? Il n'y a pas de matis. Mais vous n'avez pas de sang là. Et aujourd'hui, on ne parle pas de sang et de sueur, tu as des matis. Et aujourd'hui, je vais aller vite. Et aujourd'hui, lorsque l'on assoit un Bénin qui se révèle difficilement, à un Bénin à qui tout échoue, on a l'obligation morale et physique de dire « Excellence, Monsieur le Président, vous nous amenez dans l'abîme. Vous nous conduisez dans le déluge. » Et le dire, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Président. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son pays. Ça veut tout simplement dire, un, qu'on est en phase avec soi-même. Deux, qu'on prend l'histoire à témoin. Pour que dans 5 ans, dans 6 ans, lorsqu'on revisitera ce que nous disons aujourd'hui, lorsqu'on revisitera les coupons de presse, que les historiens de l'instant aient des éléments pour apprécier. Alors, et lorsqu'on me dit que c'est le chef de l'État, mais quand on entend le chef de l'État lui-même, c'est lorsque le président Macron avait été élu et qu'il était en partance pour les visites de santé, ou la première visite de santé, que l'ambassadeur lui avait demandé. Mais ce n'est pas maintenant. La récente visite, ainsi que le stipule très bien le communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui est notre baromètre, démontre
tout simplement que le chef de l'État devait rencontrer le président français. Et s'il ne l'a pas fait, Monsieur Derrick, vous écoutez, Ou quelqu'un bien, qui va au soin à l'hôpital, suivez-moi. va-t-il demander Il n'avait pas demandé. Suivez ma logique. Lorsqu'il allait premièrement. Vous écoutez. Hein? Suivez-moi bien. Non, mais on va écouter la Mais lorsqu'il y allait là, laissez-moi. Vous pouvez me laisser finir. à fin mai, là, Vous pouvez me il laisser finir. allait à Vous pouvez me l'hôpital. laisser finir. Alors quand on va à l'hôpital, C'est pas lui qui a demandé. Tant que le chef de l'État l'a dit. Attendez bien, le chef de l'État lui-même l'a dit. On peut revisiter ce qu'il a dit. Il a dit, et ça je le cite, vous me suivez? Oui, allez-y, je vous dis. Que la première fois qu'il allait dans l'Hexagone, tout juste après l'élection du président Macron, en masse, le besoin avait été exprimé par l'ambassade, la chancellerie française au Bénin, de le faire rencontrer, s'il le voulait. C'est ça. Il n'a pas dit que c'est la récente visite d'il y a une dizaine de jours. Donc ceci étant, je reste droit dans mes bottes. Les propos du président. Hein? Je reste droit dans mes bottes. On va parler. Je viens. Je reste droit dans mes bottes. Mais je vois que vos pieds ne sont pas droits là. Lucide. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Ce plateau-ci, depuis que j'y passe, un plateau très sérieux. Et la meilleure manière de raisonner, c'est d'écouter celui qui parle jusqu'au bout. Absolument. Moi, notez ce qu'il dit de mal et de manière à démonter son argumentaire. Allez-y. Cela s'appelle tout simplement le raisonnement primordial. Absolument. Donc j'aurais fini pour lui laisser la parole, mais pour tout le temps. Si vous me donnez seulement une minute, ça me suffit. 30 secondes très rapidement parce que pour vous dire qu'il n'a pas pied aveugle que celui qui ne veut pas voir la réalité. Et la réalité, c'est que maintenant, beaucoup plus qu'hier, le Bénin est diplomatiquement isolé. Maintenant, beaucoup plus qu'hier, les affaires, parce que parmi les raisons qui pourraient amener le président Macron à ne pas rencontrer le président béninois, il y a cette odeur nauséabonde de biens mal acquis qui aurait circulé. Heureusement qu'on a pu réussir à étouffer l'info, même si elle est déjà partie loin. Il y a également cette récente décision. Soyez plus explicite. J'en viens. Il y a également cette récente décision qui aurait mis en veilleuse les intérêts d'un des grands patrons de l'Hexagone. Il y a également le fait tout simplement que beaucoup disent que certaines pratiques dans lesquelles s'illustrerait le premier des Béninois ne seraient pas tellement bien vues par les patrons du ministère des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay notamment. Okay, alors, je parle là que d'hypothèses. Ok, d'accord. Mais des hypothèses, nous pouvons arriver à la dernière conclusion que le Bénin mérite mieux que le spectacle désolant, les tentatives de justification du faux on vous aura écouté. Dans lesquelles on nous emballe depuis bientôt 2 ans. Alors, non, je trouve qu'il y a des Béninois qui sont encore des rêveurs. Il y a encore des Béninois qui sont rêveurs, qui sont nostalgiques du passé et qui voudraient que le président, enfin le pouvoir actuel, se comporte comme ce que nous avons vécu il y a un temps donné. Non. Parce que les gens ont vécu, écoutez, ayez la courtoisie de me laisser parler, puisque vous l'avez tantôt demandé, et je vous souhaite donc de rester droit dans vos bottes, comme vous l'avez dit, et je vous demande donc, si vous le permettez, donc de mettre droit vos pieds, pour vous dire que, bon, voilà, que les gens ils sont nostalgiques du passé, et je dis une fois encore que le pouvoir en place, par rapport à sa première personne, c'est-à-dire le président Talon, à sa méthode de travail. Et à sa méthode de travail, et puis, vous avez posé une question par rapport à la sous-région. Pour moi, la polémique de Paris là, est passée. La polémique de Paris. Donc, je voulais vous dire que la tournée sous-régionale, puisque c'est la question que vous avez posée à mon avis, et malheureusement, il est resté figé dans son discours de langue sépartine, si le lui concède. Et donc, lui demande donc de rester droit dans ses bottes, comme il a dit. Vous époumonnez. Vous époumonnez, appréciez mes arts. Pour en revenir à la question précise, pour dire quoi, la tournée sous-régionale. Cette tournée est venue un peu donc, pour démentir tout ce qui a été raconté ici et là par rapport à la diplomatie du Bénin. Puis c'est quoi, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de Béninois, beaucoup de nos compatriotes ont reproché au pouvoir actuel, notamment à son président, qu'il est trop porté vers l'extérieur, en dehors de l'Afrique, et qu'il serait bien que, écoutez,
étant président, il faut qu'il puisse donc nouer de bonnes relations, de bonnes diplomaties avec les pays de la sous-région, notamment les pays limitrophes. C'est vrai qu'à son avènement, il a été plusieurs fois déjà au Nigeria. Donc, d'autres pays, à dire le Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, il n'a pas été. Donc, cette fois-ci, et puis, en son temps, le fait qu'il n'a pas été dans ces pays, les gens pensaient que, écoutez, qu'il est totalement isolé et qu'il ne va même pas au sommet. Donc, que les présidents de la sous-région ou bien de l'Afrique sont un peu fâchés contre lui. Donc, je vous dis que vous contactez avec moi et je crois que tous les Béninois, quel que soit le bord, ont constaté qu'au thème de cette tournée-là, de ce périple, on en est sorti, le Bénin s'en est sorti avec un gain. Le gain est qu'aujourd'hui, par rapport à nos frères togolais, qui, on se rappelle, dans leur crise de 1991, si j'ai bonne mémoire, 92, enfin j'ai dit bien si j'ai bonne mémoire, merci pour la précision, ont investi le Bénin, et avec beaucoup de camps de réfugiés, et ça a également profité à certains Béninois donc d'avoir des épouses togolaises, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'intégration africaine. Donc on en est sorti avec un gain que le président béninois aujourd'hui fait partie des co-médiateurs par rapport à nos frères togolais, donc pour les faire entendre raison, pour qu'ils puissent juguler les crises et pour que la sous-région ne puisse pas une fois encore donc connaître qu'on appelle du trou, d'autant qu'on est déjà confronté à ce problème de terrorisme et qu'on en vient encore à rajouter à des crises politiques. C'est bien la tournée que le président a effectuée donc, dans la sous-région pour venir donc démentir le fait que non, qu'il est en très bon rapport, en très bonne qu'on appelle cordialité avec ses pairs de la sous-région. La preuve, il a été bien reçu de part et d'autre et que le Bénin s'en sort comme quoi un pays qui qu'on appelle a de très bonnes relations avec les pays de la sous-région. Encore quelque part. Alors, les pays où le Bénin que le Bénin a visité, je vais parler notamment du cas du Burkina Faso. Vous savez, le Burkina Faso, le Bénin pour lui un port très important. La preuve est qu'au thème de cette rencontre avec les deux présidents et que le Burkina très bientôt va donc construire un dépôt pétrolier qu'on appelle au port de Cotonou ici. Et ceci donc apporte un plus à notre économie. Et par rapport aux autres pays, je vais te nommer la Côte d'Ivoire, le Ghana et puis le Togo. Eh ben, c'est pour donc discuter des questions bilatérales entre ces pays et notre pays. Et c'est heureux pour notre diplomatie qui, une fois encore, en est sorti très grandiose. Alors, je reste avec vous, Paul Mérico, pour aborder ce sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, qui a fait l'actualité d'ailleurs tout au long de cette semaine et qui a fait l'objet d'une grande marche hier vendredi par le Front, d'un grand meeting plutôt par le Front pour Constitution Patriotique, c'est l'augmentation des frais d'inscription à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous parlez du Front ou bien des frais à l'université? Je parle des frais. Cette augmentation des frais a été l'objet, c'était au cœur du grand meeting organisé par le Front pour Constitution Patriotique. Mais écoutez, moi, de mon point de vue, il n'y a pas eu augmentation de frais d'inscription à l'université. Ah bon? Il n'y a pas du tout d'augmentation. Écoutez, de deux choses l'une. Est-ce que tout le temps, l'on doit dire que, écoutez, dans notre université publique, il faut que l'étudiant, très tôt le matin, à 4h, à 5h, il se réveille pour aller réserver sa place. Et quelle place encore? Une brique pour s'asseoir. Ce n'est pas possible. Alors, si dans le même temps, l'étudiant qui a fait, le bachelier qui est au-dessus pour son bac cette année-ci, il doit aller dans une université privée, aller payer au moins 500 000. Et que dans l'université publique, on lui demande, ou pas lui, on demande à ses parents, payer 25 000 francs comme frais de contribution. Ce n'est même pas encore un paiement, hein, parce que pour moi, l'instruction ne t'achète pas, n'a pas de prix. C'est juste une contribution. On l'a toujours appelé contribution. Moi, j'ai été étudiant, mon vie d'avis a été étudiant. Moi, là, je vous dis, moi, j'ai commencé l'école avec 600 francs. La maternelle avec 600 francs dans ce pays. Et l'école où j'ai payé plus fort, c'est à l'université. Et c'est 5200 francs à l'époque. Aujourd'hui, là, le coût de vie a augmenté. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, là, c'est le résultat ou les conséquences du populisme que nous avons vécu dans le temps passé par rapport à un chef d'État qui, bien que notre constitution a prévu que... Je vous dis que, laissez-moi vous finir, bien que notre constitution a prévu que l'enseignement soit gratuit et donc de façon progressive. Et les gouvernements qui ont précédé, le gouvernement de 2006 à 2016, ces gouvernements ont commencé donc avec l'enseignement à la base. Donc, et c'est toujours pour les jeunes filles. Donc, pas pour les garçons, les jeunes filles, à l'enseignement à la base. Donc, de l'enseignement à la base, le pouvoir que nous avons connu de 2006 à 2016 a sauté le milieu, c'est-à-dire l'enseignement secondaire, et puis paf,
on se retrouve au supérieur, où on décrète la gratuité de l'enseignement, sans même une étude. Et encore que, quand on a décrété qu'on appelle cette gratuité, c'est que l'argent n'est pas envoyé rapidement à l'université donc pour faire face aux charges. Parce que c'est quoi? Il y a une charge par rapport donc, à l'enseignement. Il faut payer les enseignants, il faut payer de la craie, ou je ne sais pas comment. Enfin, au niveau de l'Université nationale du Bénin, on continue d'utiliser de la craie. Alors que dans les universités privées, ce n'est plus la craie, c'est des marqueurs. Bah, écoutez, il y a autant de charges, qu'on appelle l'électricité, l'eau, il y a tout autant de charges. Et donc, il faudrait qu'on accepte donc, de contribuer donc, à sa formation. Et encore que, pour moi, la gratuité continue de mon point de vue. Si dans le privé, on doit payer au moins 500 000, et dans le public, on vous demande 25 000 à côté de 500 000, pour moi, c'est une gratuité forte. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Et celui qui veut avoir l'enseignement, il faut que la personne puisse accepter donc, de contribuer à ce qu'on puisse lui donner l'enseignement. Parce que c'est quoi? Il ne faut pas que chaque fois, là, que ce soit qu'on aille chercher l'argent dans d'autres secteurs pour venir donc qu'on appelle accorder l'enseignement aux étudiants. Il faut que l'étudiant puisse donc accepter. Donc, parce que c'est quoi? Chaque fois, on entend les responsables syndicaux des étudiants donc monter au créneau pour réclamer une meilleure condition d'études. Mais la meilleure condition d'études peut s'obtenir comment? Sans frais, ce n'est pas possible. Les amphis, là, il faut les construire pour qu'on n'ait plus à dire qu'il faut que l'étudiant se lève tôt, pas les réserver une brique. Mais il faut donc qu'on puisse avoir de l'argent pour payer les bancs, pour construire les amphis. Mais on va trouver tout ce temps-là où? Donc pour moi, là, il n'y a pas eu augmentation. La gratuité continue, si on peut ainsi l'appeler, à côté de 500 000 dans le privé, 25 000 francs pour moi, que les parents de l'étudiant vont payer. Pour moi, là, écoutez, c'est du cadeau. C'est du cadeau. Merci à vous, Apôle. Alors, il y a deux angles que vous abordez. Vous parlez du mouvement des forces non, du Sud. Non, je n'y vais pas encore. J'ai dit que Donc, cette augmentation était au cœur. Par rapport à l'augmentation, moi je suis... Il n'y a pas d'augmentation, hein? Je suis très bien placé pour en parler. Moi, j'ai mon grand garçon qui est en Master 2 à l'ENAM, boursier. Première année, on n'avait rien payé. Deuxième année, on n'a rien payé. Troisième année, on n'avait rien payé. Et l'État vous paye? Mais en Master 1, moi, j'ai déboursé 500 000 à l'ENAM. Il s'appelle Douglas Sarigongo, mon aîné. Il est en Master 2. Je suis déjà en retard pour payer encore 500 000. Et l'année prochaine, il sera doctorant, par la grâce de Dieu. Je suis très bien placé pour savoir que déjà dans les écoles, si vous n'êtes pas boursier, les parents payent, même si vous êtes boursier. Moi, mon fils était boursier. Il a fait les 3 premières années, je n'ai pas payé un copec. Mais en Master 1, j'ai déboursé 500 000. Parce qu'il a boursier, sinon, j'allais payer 1 million et quelques. En Master 2, nous nous apprêtons encore à payer 500 000. Ça veut dire que même avant, l'université n'était pas totalement gratuite. Mais il y avait une péréquation qui permettait la gratuité à certaines personnes relativement démunies, quitte à ce que les autres ne payent pour la compensation. Mais si aujourd'hui cette décision fait tant de bruit, c'est forcément la méthode. On a comme l'impression qu'on a des dirigeants qui pensent qu'on peut tout placarder, comme on a pris toutes les sociétés d'État, comme on prend les marchés publics, comme j'en viens, laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler 7 minutes. D'accord, c'est bon. C'est pas que je le connais. Moi, je vous ai donné mon exemple. Vous reconnaissez qu'il faut payer. Je vous ai donné l'exemple de mon garçon. Très bien. Qui a Master 2 à l'ENEAM. Ouais. Il fait administration des marchés publics. Ouais. Il est là. Donc je suis bien placé pour savoir qu'au moment où nous on payait 500 000, il y avait des béninois qui ne payaient rien. Très bien. Tout simplement parce que, même les 25 000 dont on parle là, même les 50 000 dont on parle, mais il y a des parents d'étudiants qui ne trouvent pas ça durant 1 an d'activité comme économie. Donc, la gestion solidaire nous oblige à donner la même chance
à tout le monde. Quoi faisant? Les privilégiés, comme nous, parce qu'il faut le reconnaître, doivent contribuer. Mais les démunis, les gens qui sont obligés de faire 15 km aller-retour pour fréquenter à Vlor, à Djegbadji chez moi, pour fréquenter à Tempégré, chez mon doyen Célestin Mara, pour fréquenter dans certaines zones où c'est le dénuement total, on ne peut pas, sans préparer l'opinion, sans tenter de trouver des solutions palliatives, tout de go, avec, je ne peux pas dire je dirais une insolence. On veut parler au peuple, mais on parle au peuple comme si on parle à des images, à des peintures. On prend le peuple comme une structure privée qui appartient à une famille et on crie, on vocifère, on invective, alors qu'on a été élu pour gérer. On a été élu pour gérer pour les intérêts du peuple et non pour la mise en veilleuse des libertés, pour la chasse aux sorcières par rapport et aux syndicalistes et aux opérateurs économiques et à tout. Les étudiants je peux y aller. Attends, il est bien sur le sujet là. Je peux finir. Je peux finir. Il est bien sur le sujet là. Il a fait la transition. Est-ce que je peux finir? Non, je dirais même que c'est de la digression positive. La digression positive, c'est aussi une forme de raisonnement. Donc, je crois on parle dans le cas de figure, l'université pour les étudiants, je pense que dans le cas de figure, tu sais, mon cher ami, mon cher ami ne comprend pas que, mon cher ami ne comprend pas que la méthode est la même pour tout. La méthode utilisée par ce gouvernement. Qu'est-ce que vous recommandez? Là, non, laissez-moi parler. Je ne suis pas là pour aider un gouvernement qui affame le peuple. Mais pour faire quoi alors? Vous êtes là pour qui devient prédateur des ressources. Je le dis, j'insiste. Vous êtes là pour faire quoi? Pour critiquer nous avec la dernière rigueur. Nous allons ce débat comme ça au niveau du fond. Le Bénin évolue ainsi. Nous allons évoluer dans ce débat. Donc, je dois finir dans ma logique avant d'enchaîner. Donc, je terminerai en disant qu'au lieu de pressurer les parents d'étudiants, à quel niveau déjà? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Au lieu de pressurer les parents d'étudiants, non, je vous aide à mieux affiner vos idées. Au lieu de pressurer les parents d'étudiants, il vaut mieux arrêter la saignée au niveau de la prédation des ressources. Et on trouverait de l'argent pour construire des amphis. On trouverait de l'argent pour fabriquer des bancs. Mais on trouverait de l'argent. On trouverait de l'argent. On trouverait de l'argent. À quel niveau? On trouverait de l'argent pour mieux nourrir. Pour mieux nourrir les étudiants. On va trouver l'argent. Dites-le-nous. La prédation des ressources. À quel niveau? La prise en otage des secteurs névralgiques de la nation. Il y a le BIM aujourd'hui. On a pris le bordereau de suivi de cargaison du CNCB. On veut confisquer l'argent. Ce que je te dis, j'ai comme l'impression que vous faites de l'abstraction qui est la nature du raisonnement, qui est le raisonnement de ceux qui ont la nature de ne pas avoir de quoi convaincre. C'est aussi un type de raisonnement. Mais ça ne marche pas avec nous. On parle du port à l'université. Mais je viens comprendre. Est-ce que déjà, dans le port de Cotonou, il y a une université? Ce que je ne comprends pas avec mon gars. Des frais universitaires. Ce que je ne comprends pas avec lui. Mais je comprends pas. Ce que je ne comprends pas avec toi, cher ami. Revenons au sujet principal. Il y a la police des débats. Oui, je t'aime. Calmez-vous. Moi, je vous demande de quoi avez-vous revenir dans le laissez-moi vous dire qu'on vole les biens du pays. Laissez-moi vous dire qu'on vole les biens du pays. Et que si on ne volait pas, il y aura l'argent pour construire des salles de classe. C'est le type de raisonnement. Alors vous dites, je dois finir, vous dites que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Écoutez, mon raisonnement est simple. Je n'ai pas prétendu dire qu'il n'y a pas l'argent. Mais vous dites qu'il n'y a pas l'argent en disant qu'il faut que chacun de nous, en tant que Béninois, on puisse contribuer à donc améliorer les conditions de vie et de travail. Il faut qu'on vole le pays. Il faut qu'on vole moins. Je ne parle pas la kleptocratie. Au port de Cotonou, il n'y a pas d'université. Au port de Cotonou, il n'y a pas d'étudiants qui est là-bas. Suivez le raisonnement. Vous me permettez? Alors, moi je raisonne, pour raisonner, cher ami. Vous criez pour ne rien dire. De l'avènement du nouveau départ de la rupture du Bénin révélé. Volez moins, on peut construire des universités. Volez moins, vous volez déjà. Aujourd'hui, il a démissionné de ministre de la Défense. Aujourd'hui, il a déclaré officiellement, il y a cela exactement une semaine, qu'il s'oppose
au régime du président Patrice Talon, alors à Paul On a déclenché l'industrie du vol. De cette opposition qu'a affiché candidat Azanaï. Ce que je peux dire, que je suis content que mon vis-à-vis est venu ici avec un agenda qui veut déployer. Je voulais donc lui demander d'avoir toute la patience. Soyons dans le sujet. Et qu'il trouve la tribune. Revenez dans le sujet. La tribune qu'il faut. Revenez dans le sujet, cher ami. Évoquer des sujets par rapport à un agenda, parce que nous sommes dans un thème précis par rapport pour revenir à votre question, donc pour le ramener sur le droit chemin, donc pour vous dire que par rapport à candidat Danaï, ce que je puis dire que les gens vous diront qu'ils n'ont rien appris de ce que vous avez dit. C'est un homme politique béninois qui a fait son choix par rapport qu'on appelle au pouvoir en place. Quelqu'un qui a contribué donc à l'avènement de ce pouvoir qui est en place et qui à un moment donné, par rapport à ce qu'il a dit, qu'il ne s'est plus entendu avec le pouvoir, il ne se retrouve plus, donc il n'est plus, donc, enfin il s'est retrouvé en porte-à-faux par rapport, puisqu'il est pour ce que nous avions entendu, d'autant que lui-même n'est pas encore monté au créneau pour dire les raisons principales pour lesquelles donc il a dit lors de son congrès que le 6 avril prochain, ça fera 2 ans et qu'il aura donc voyez-vous, donc il attend le 6 avril 2018 donc pour opiner, donc pour parler. J'ai pu vous dire que cette date qu'il a donnée, ou ce rendez-vous qu'il a donné là, de mon point de vue, de mon analyse ou de ma tribune, ce que j'ai pu en dire, que ça rentre dans une stratégie, dans une ligne stratégique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, de mon point de vue par rapport à Danaï, c'est l'élection législative de 2019. Et donc, un politique comme lui, donc pétré d'expérience. Non, est-ce qu'il est animal? Je n'ose pas dire qu'il est animal. Bon? Non, je n'ose pas dire qu'il est animal. Moi, je veux. Mais il a quand même œuvré pour l'avènement de Patrice Talon. Oui, mais écoutez, donc, est-ce qu'on va dire que tous ceux qui ont œuvré pour l'avènement du président Talon sont des animaux? Je n'ose pas les appeler des animaux. Pour moi, c'est un homme politique. Et je dis, donc, pour revenir à mes idées, que s'il a demandé, donc, enfin, qu'il a dit à ses partisans d'attendre 1er avril 2018 pour qu'ils puissent le 6 avril pour opiner, pour moi ça rentre dans une stratégie. Quelle stratégie par rapport à 2019? Parce que c'est quoi? Décider aujourd'hui donc d'attendre 2018 pour qu'il parle, c'est que de mon point de vue, Adanaï veut concentrer sur lui toute l'attention des Béninois et donc qui veulent qu'il parle parce que c'est quoi? N'oublions pas le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui où la plupart des Béninois veulent de quelqu'un qui va pouvoir dire oui, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Le Béninois, voilà, le Béninois est friand, le Béninois est friand de ce qui est caché. Donc, Adanaï, en tant que politique, stratège, donc, est dans cette dynamique-là, dans cette stratégie-là, donc, capter l'attention des Béninois sur lui jusqu'en 2018 pour que quand il va vouloir commencer par parler et donc ça puisse faire le buzz, si je peux ainsi l'appeler, jusqu'en 2019. Mais qu'on appelle qu'il se le tienne pour dire les Béninois de 1990 ne sont plus les Béninois de 2017 et ne seront pas les Béninois de 2018. Ils ont compris parce que c'est quoi? Voilà quelqu'un, un homme politique béninois et qui a commencé par trop habituer ses compatriotes à un micmac, un va-et-vient. On l'a connu avec le pouvoir. Je n'ose pas parler de transhumance. On l'a connu avec le pouvoir qu'on appelle Soglo. On l'a connu avec le pouvoir Yahi. Aujourd'hui avec le pouvoir Talon. Chaque fois, donc, il travaille donc à l'avènement d'un pouvoir qu'on appelle d'un pouvoir qu'on appelle à la tête du pays, et puis du jour au lendemain, donc il trouve qu'il ne s'entend plus avec les personnes, et puis il se retire. Alors moi je me dis, la solution pour lui là, est-ce que c'est dans le retrait ou rester à l'intérieur et donc faire la révolution pour corriger les choses? Pour moi, c'est trop facile donc de rapidement se retirer et donc de le laisser faire. Finalement là, je me dis, est-ce que cet homme politique va toujours tromper ses compatriotes? Ça veut dire que quoi? Est-ce que tout le temps là, il va dire, hein, je me suis trompé de personne? Alors finalement, je vais espérer qu'un jour, Adanaï ne vienne pas dire au Bénin là, qu'il s'est trompé de famille Adanaï et qu'il se retire de la famille Adanaï. Je souhaite qu'un jour qu'il ne nous dise pas ça. Parce que s'il en vient là, ce serait la catastrophe. Parce que chaque fois il se dit que je me trompe de personne. Je n'espère qu'un jour il ne dira pas qu'il s'est trompé de papa. Alors, Médéric François Bongo, candidat Adanaï, qui a travaillé pendant longtemps à l'avènement du président Patrice Talon, qui aujourd'hui déclare officiellement une opposition parce que les idéaux de départ ne sont plus en phase avec l'idéal de rupture, le nouveau départ prôné. Est-ce que c'est réellement la motivation de candidat Zanaï ou bien c'est toujours pour se faire une nouvelle santé politique afin pour des challenges futurs?
Les faits, l'analyse et les perspectives. Allez, très rapidement. Très rapidement. Nous allons passer au dernier sujet. Les faits m'amènent en 89, où j'ai connu le candidat Zanaï, au moment où nous dirigions les mouvements de grève qui ont conduit à l'avènement de la conférence nationale. Candidat Zanaï était le représentant de la jeunesse. Je le respecte. Déjà en ce moment. Les faits m'ont amené à la création de la Renaissance du Bénin, alors que j'officiais dans le cabinet de Ganou Soglo, où j'ai connu Patrice Talon et tout le reste, beaucoup plus et mieux, à connaître Candidat Zanaï lorsqu'il était à la création de la Renaissance du Bénin. Les faits m'ont également amené à l'apprécier lorsque la Renaissance du Bénin tanguait et qu'il a décidé de partir. Les faits m'amènent finalement à le voir lutter pour l'avènement du président Boni Yahi, mais à le quitter pour devenir le premier de ses adversaires sur le terrain, pour offrir sa poitrine, pour risquer la vie de sa famille, de ses proches, par rapport au premier mouvement qui aurait sonné le glas du régime Boni Yahi. Si candidat Zanaï n'existait pas, Patrice Talon n'allait jamais être président. Ah bon? Je l'affirme. Bien sûr. Je l'affirme. Faire voir, reprendre les... Si candidat Zanaï n'existait pas, les députés de l'Union fait la nation, qu'on prétend aujourd'hui opposé à lui, qu'on ne connaissait même pas à Cotonou. Moi, je suis cotonois. Vous parlez de qui déjà? Nobimé, qu'on ne connaissait nulle part. Ah bon? Même l'actuel ministre de la Justice, il pourrait-il se faire élire si le seul se présentait? Et même si on va à Godomain, mais pourtant, Godomain, laissez-moi finir. Ah, Laissez-moi non, finir. il a S'il vous été plaît, non, candidat non, non, en non. 2007, Ne prenez il n'a pas été élu. Laissez-moi Laissez-le terminer. finir rapidement parce qu'on doit évoluer. Je vous en prie. Allez-y. En 2007, il a été candidat. Il Les n'a pas été élu. résultats sont là et nous connaissions comment ça s'est passé. Parce qu'il était rentré en disgrâce avec Kérékou. Dites-le nous. Non, je n'ai pas besoin de le dire. Ce n'est pas l'objet de mon raison. Je continue Oui. dans ma logique. Mon Dieu. Allez-y, très rapidement. Nous ne sommes pas nés avec le régime Talon. Encore moins avec le régime Kérékou. Ouais. Et encore moins avec le régime Yahi. Nous existions politiquement avant la conférence nationale. Et ceux qui nous suivent savent de quoi nous parlons. Oui, mais j'ai dit au passage qu'il était vice-président d'un parti politique. Hein, donc en 96. De médicaux. En 96. Pas vice-président, secrétaire général en 96. Ah, des médicaux. Au moment où la jeunesse voulait prendre ses responsabilités. Bon, okay, c'était pas donné. Vous voyez donc la pétale avec qui je suis. Non. D'accord, allez. Donc je pense qu'il y a de la bassesse dans le raisonnement. Et je pense que c'est ceux qui n'ont rien à dire, qui raisonnent comme ils qui raisonnent. Et moi je suis dans ma logique. On va laisser les attaques. Voilà les faits, l'analyse. L'analyse m'amène à constater, à la lecture des arguments avancés par le secrétaire général renouvelé, que candidat Zanaï, détaché du matériel, puisqu'il n'a jamais perçu un copec comme ça allait tout le temps, il était ministre, candidat Zanaï n'était pas d'accord par rapport à la première répression du mouvement estudiantin. Et là, je cite le secrétaire général. Ça aurait été la première raison. Lorsque je l'ai suivi la fois dernière à Abomey, il dit des supporters hétéroclites convergeaient vers la malgouvernance. Fin de citation. Candidat Zanaï ne se retrouvait plus dans ce système de prédation. Candidat Zanaï ne se retrouvait plus dans cette dynamique de népotisme, de promotion des médiocres. Mais j'en viens. Je vous coupe pas. Là, je fais les analyses. Laissez-moi finir l'analyse et je parlerai des perspectives. Et là, vous allez parler. Allez-y très rapidement. Donc, lorsque nous avons cette caste de politiciens qui est un passé politique, parce que si on ne le dit pas, les gens ne le savent pas. Candidat Zanaï militait déjà dans le mouvement des syndicalistes, des transporteurs, depuis qu'il était petit. Par rapport à Patrice Talon. Par rapport à Patrice Talon, pour finir mes analyses, c'est que candidat Zanaï a lu. Il a lu que ce régime était dans la déchéance. Que ce régime est en train de battre les records d'impopularité. Et là, je ne le cache pas. La rue le dit. Que ce régime
est en train de saper les fondamentaux de la démocratie béninoise. Et que le régime a développé. Mais que compte-il faire pour que ce régime a développé le règne de la terreur. Mais lui, quand Nazanaï qui a le règne de la terreur, qui a forcé le peuple béninois comme modus operandi de fonctionnement. Vous savez, il n'y a pas plus sot que celui qui s'accommode. Parce qu'on a comme l'impression que l'hypothèse de Médéric de Apple est quand même vérifiée. Il n'y a pas plus sot. Il n'y a pas plus sot que celui qui s'accommode d'une situation qui pourrait l'amener directement dans un ravin. Ce n'est pas parce que j'ai pris une femme, c'est pas parce que j'ai lutté pour prendre une femme, que lorsque la femme va tricher dehors, je vais dire parce que j'ai lutté pour que tu sois ma femme, je te garde malgré tout. Nous restons tout le temps ensemble. Mais parmi nous là, il y en a qui ont des fétiches chez eux. Moi je suis popo. Chez nous, si tu as la preuve que ta femme a couché dehors, si tu as la preuve que ce sur quoi vous êtes entendu avec quelqu'un, et c'est ça, nous, notre éducation, rien ne nous oblige à rester avec cette personne. Mais quand la femme là, donc la perspective, il faut commencer par déjà vous poser des questions. À un niveau donné, vous n'êtes pas. Lorsque je parle des perspectives, parce que vous avez déjà quitté. Lorsque je parle des perspectives, une troisième femme. Et chaque fois que vous quittez vos femmes, le problème c'est vous. Lorsque je parle des perspectives, je dis les perspectives sont radieuses pour candidat Zanaï. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis. Pourquoi il ne parle pas depuis longtemps? Est-ce que ce n'est pas pour des faits électoraux? Nous sommes à 18 mois des élections. Nous sommes à 18 mois des élections législatives. Et nous tous, nous savons que la vitesse de croisière des élections, c'est les 6 derniers mois. Très bien. Donc s'il parle maintenant, il confirme ce qu'il dit. S'il parle maintenant, il est même loin. Ça fait dire, on est à 1 an des élections législatives. Merci de me rejoindre. Donc il ne tient pas des propos électoralistes. Alors tout simplement ce qu'il fait, il a un avenir très radieux. Et là je défie. Je viens. Pour aller dans le dernier sujet, pourquoi Kani Nazanaï alors ne s'allie pas au Front pour une solution patriotique qui quand même essaie d'animer la vie politique nationale contre les actions qui sont menées par le... Vous savez, si l'objectif... Vous parlez fond à des fainéants du pays. On ne peut pas insulter, on n'insulte pas. On n'insulte pas. J'ai l'impression que vous représentez celui que vous adulez à un moment donné. On n'insulte pas, on n'injurie pas. Personne n'est insulté ici là. Non, mais comment vous avez dit des gens de fainéants? Vous avez dit des gens de... Vous m'avez injuré. Mais pas du tout. Vous injuriez seulement. Ah, vous venez du FFP. Attends, je ne t'avais pas. Non, je n'ai pas parlé de FFP. Même avant de le dire. Même avant de le dire. Je défie quiconque. Je défie quiconque du gouvernement Talon qui va se présenter demain. Je vais le dire. Qui va s'allier, qui va se mettre sur une liste. À moins que l'on nous fasse avaler la couleur du Ravip qui pourrait nous amener à une liste électronique. Pas Safran. Et comme ça c'est fait au niveau du Kenya, au niveau de la Guinée, de la Guinée Conakry, comme ça c'est fait au Nigeria. Heureusement que les Nigériens se sont levés, qu'on nous amène à Goubé. Je défie quiconque. Je défie quiconque des candidats. Je le défie qui sera en mesure, au niveau des 9 députés de Cotonou, de passer si Azanaï ne passait pas. Ah mon Dieu, alors là. Merci. Alors, j'étais en train de constater que... Je vais prendre votre avis. J'étais en train de constater que j'ai devant moi le représentant global de tout l'électorat de Cotonou qui estime que Azanaï doit être élu et que tu n'es pas élu là, il y a problème. C'est son avis et le partage. C'est son avis et le partage. Il le partage avec vous. Je le dis mais tout en lui rappelant, je lui rappelle qu'en 2007, Azanaï, avec son restauré l'espoir, a été aux élections. Je rappelle au partage que Azanaï, c'est un grand frère de quartier à moi. On dit qu'il est de Djonké, ben écoutez, ça c'est un autre détail, il n'est pas de Djonké. Ce n'est pas l'objet du débat ici. Ah bon, pourquoi ça intéresse cet électeur, pourquoi il n'est pas de Djonké? Je vous ai dit, et il le sait, s'il me regarde, je le dis, Azanaï, il est né à Porto-Novo, sa maman l'a amené à Kinkomé, qui est un quartier voisin à Djonké. Mais moi là, mon placenta est enterré à Djonké. Il sait bien de quoi il parle. Alors, le fond pour revenir au principal, pour dire quoi?
à Danaï, je dis, Pourquoi il ne en s'allie pas au 2007, FSP? il a été aux élections avec son électorat. pour vous répondre Il à n'a ma pas question. été élu. Je dis à Julien, Ok. il n'a pas été élu. Il a fallu qu'il aille sur une liste de coalition FCBE en 2011 pour se faire élire. Et 2015 pour se faire élire. Je veux espérer, une fois encore, qu'en 2019, qu'il aille aux élections avec son restaurant l'espoir et qu'il soit élu comme lui souhaite mon vis-à-vis ici. Et comme ça, je comprendrai vraiment qu'il a un électorat à Cotonou ici, parce que c'est quoi n'allons pas nous figer sur le mouvement de 4 mai 2015 pour dire qu'Andanaï a un grand électorat à Cotonou. Non, ça a été un effet d'entraînement parce que justement, notre sociologie au Bénin ici est que le peuple béninois n'aime pas que quelqu'un soit persécuté. Dès lors que vous persécutez quelqu'un, vous avez toujours les Béninois derrière. Nous sommes pris par le temps, très rapidement. Allez, le FSP, votre opinion pour finir, très rapidement. Non, mais FSP, mais pour moi, FSP, là, si vous qui les avez pris. Non, la vie politique nationale oui, pour moi, c'est un mouvement qui joue, qu'on appelle-t-on, sa partition dans les débats démocratiques. Je les laisse ce rôle-là, ils n'ont qu'à jouer leur rôle-là. Mais je leur dis, ils vont jouer ce rôle-là dans le cadre réglementaire. Sinon, que j'apprends de part et d'autre que, ben, écoutez, ils sont dans une dynamique de déstabilisation de la République. S'ils veulent déstabiliser la République, je ne suis pas représentant du gouvernement. Je pense qu'en tant que Béninois, et la Constitution me donne le droit, s'il y a des Béninois qui veulent déstabiliser ce pays-là, ou déstabiliser ce pays-là, j'ai le devoir de leur dire, monsieur, arrêtez, ne faites pas ça. Ok, merci à vous. Apollo Émeric Kouadiovi. C'est vrai que Médéric, vous avez envie de résoudre. Un petit mot. Mais si vous allez dépasser 30 secondes, je un petit mot. Le FSP, selon vous, quelle perception, quelle lecture faites-vous de leurs activités? Tout gouvernement installé a besoin d'une opposition pour performer. Alors, le FSP. FSP joue un rôle très important aujourd'hui dans l'échiquier. Et je rappelle à toute fin utile que le peuple est au-dessus de la Constitution. On l'a vu au Burkina. Et lorsqu'on dit qu'on veut déstabiliser, personne ne déstabilisera. Tout système qui est créé pour aller contre les intérêts du peuple se saborde de lui-même. Ok, merci. J'en ai fini. Merci à vous, Médéric François Ngongo. Merci à Paul Émeric Kouadiovi. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur général du quotidien Actu Express et journaliste au quotidien Le Matinal. Merci pour les riches échanges et apports, même s'ils ont été tachés par quelques attaques assez... C'était aimable. Il n'y a pas eu d'attaque. C'est la d'attaque. C'est le jeu démocratique. Non, mais je n'ai plus reconnu mon ami. Merci de nous avoir suivis. J'avais l'habitude de raisonner. Pour moi, tu n'es pas un ami, mais c'est un frère qui est en face de moi. J'avais l'habitude de raisonner. Je raisonne toujours. Après, tu as perdu de la toujours encore le plaisir de recevoir à nouveau Médéric François Ngongo. Je raisonne toujours. Bonsoir. Mais je constate qu'il y a